J'ai fait une thèse en sociologie que j'ai soutenue en 2011 qui portait sur des pratiques de médiation animale. Je suis effectivement sociologue des rapports entre humains et animaux. Et j'ai fait tout mon cursus au département de sociologie de l'Université de Saint-Étienne et je suis actuellement chargé de recherche au CNRS dans l'UMR Triangle, qui est une UMR qui s'intéresse aux questions liées aux politiques. Je m'inscris dans les axes de ce laboratoire parce que je m'intéresse actuellement justement au militantisme pro-animaux. Ce qui m'intéresse, c'est aussi la manière dont les questions animales sont actuellement l'objet d'une thématisation sous l'angle politique, voilà, et puis d'une politisation également à travers la formation de partis politiques qui portent ces idées autour du respect des animaux. Pour répondre à cette question, il faut raisonner en fait en termes de discipline. C'est vrai que l'étude des rapports aux animaux, entre humains et animaux, elle a été prise en charge assez précocement par l'anthropologie. Voilà. Les anthropologues, en allant dans des sociétés non occidentales, ont eu loisir de constater qu'effectivement les rapports qu'entretenaient les populations qu'ils rencontraient avec leur environnement, avec l'élément végétal, l'élément minéral et les animaux, notamment les animaux domestiques, leur semblaient sensiblement différents des rapports qu'ils pouvaient connaître habituellement. Voilà. Donc l'anthropologie a produit beaucoup de descriptions, effectivement, de comment, dans des sociétés qu'on disait exotiques, etc., un peu lointaines, comment on se comporte avec les animaux, comment on les perçoit, voilà, comme des proches, comme des lointains, sur quel point justement se joue cette proximité, sur quel niveau, est-ce que c'est au niveau physique, est-ce que c'est au niveau de l'esprit, voilà. Donc c'est vraiment à l'anthropologie qu'on doit les premières recherches sur les questions de rapport entre humains et animaux. Alors c'est vrai que la sociologie s'y intéresse depuis peu. Depuis à peu près, on va dire, une vingtaine d'années. Et encore, c'est de manière un peu embryonnaire, un peu épisodique. La sociologie avait du mal à intégrer cette idée que effectivement, on pouvait trouver un intérêt à comprendre les rapports entre humains et animaux parce que la sociologie s'intéresse majoritairement aux rapports entre humains. Voilà. Mais toujours est-il que l'intérêt des sciences humaines et sociales pour cette question-là, il a été renouvelé depuis les années 70-80 par plusieurs éléments de contexte, notamment effectivement le développement d'une communauté que je connais bien et que j'essaye justement de prendre pour objet actuellement, qui est la communauté des Animal Studies, qui est une communauté qui se veut interdisciplinaire, qui se développe en fait principalement dans le monde anglo-saxon et qui est en train de se développer aussi un peu en France et qui s'intéresse très clairement à la production de connaissances sur les rapports entre humains et animaux sous un angle qui s'affirme aussi de plus en plus politique. Au départ très scientifique et puis progressivement, on affirme très clairement qu'il s'agit aussi de s'intéresser à la condition animale pour la faire évoluer, pour l'améliorer, etc. Cette communauté-là, elle émerge aussi parce que y a eu des nouvelles idées qui sont produites à partir des années 70, des idées qu'on commence du coup à bien connaître aujourd'hui en France, l'antispécisme, la libération animale, les droits des animaux, tous ces nouveaux outils intellectuels qui permettent de repenser différemment nos rapports aux animaux et qui ont eu une influence aussi dans le monde académique, parce qu'elles proviennent du monde académique, elles ont eu une influence dans le monde académique, elles ont d'une certaine manière, voilà, pour différentes raisons, amené à orienter le regard des chercheurs en sciences humaines et sociales un peu plus sur les animaux, quoi, et sur les rapports qu'ils entretiennent avec les humains. Donc ça, c'est une première source d'explication qui fait que les sciences humaines et sociales s'intéressent à cette question-là. La deuxième source d'explication, c'est aussi qu'en anthropologie, en sociologie, il y a eu des travaux précisément qui ont porté cette idée qu'en fait, les sociétés humaines ne se construisaient pas sans rapport au non-humain, voilà, que ce soit des objets, des plantes ou des animaux. Donc ça, c'est une chose. Mais plus encore, tout un courant
portés par exemple Bruno Latour, Tim Ingold, Philippe Descola dans une certaine mesure, ont amené cette idée que effectivement les non-humains aussi avaient une part quelque part active dans la production des dynamiques sociales, quoi. L'investissement très fort justement de l'anthropologie sur ces questions-là, il a produit des connaissances vraiment incroyables, effectivement, sur la diversité des rapports que les humains entretiennent avec les animaux. Voilà. Par contre, c'est vrai que toutes ces connaissances, elles ont, selon moi, participé à donner une impression qu'en fait, la question des rapports aux animaux ne concernait pas les Occidentaux, modernes, contemporains, effectivement, que c'est une question qui était un peu reléguée aux autres sociétés, aux autres cultures, etc. Donc le fait que la sociologie sur ces questions-là se développe fortement a été aussi une manière de documenter les rapports avec les animaux de compagnie, le développement de la protection animale, les campagnes de pub de la SPA, la question de la consommation de viande, bref, toutes des thématiques qui aujourd'hui font partie un peu du débat public, mais en fait qui sont assez peu documenté sociologiquement. C'est ça qui donne un peu le vertige, hein, c'est de se rendre compte en fait de cette méconnaissance des relations humains-animaux dans des contextes occidentaux et contemporains. La réflexion sur l'humain, elle n'est pas fermée, et puis surtout, elle n'est pas... c'est pas uniquement la biologie qui y répond. Voilà, la biologie, effectivement, donne une réponse de son point de vue, c'est-à-dire l'humain, effectivement, biologiquement, en termes d'espèce, fait partie du règne animal, est un animal. Ok, soit. Malgré tout, l'anthropologie donne d'autres réponses sur par exemple, ce que c'est être humain. Voilà, il y a des êtres qui appartiennent à d'autres espèces qui parfois sont considérés comme des humains aussi dans certaines cultures. Voilà. Et la sociologie aussi également partage cette idée qu'en fait la question de l'humanité n'est pas à penser uniquement en termes biologiques. Elle est aussi à penser en termes de communauté morale, de communauté politique, de perception de ce qui fait société, ce qui fait qu'on est ensemble, quoi. Donc c'est une question qui est plus ouverte, quoi. La deuxième réserve aussi que je peux amener par rapport à l'utilisation du terme animaux non humains et animaux humains, c'est que précisément cette terminologie, elle est effectivement scientifiquement correcte, mais elle est utilisée par les militants antispécistes. Et cette terminologie-là, elle est utilisée à la fois d'un point de vue scientifique, mais également elle est censée avoir une vertu morale, dans le sens où précisément c'est une manière de dire regardez, les humains ne sont pas le centre du monde. Et en fait, au même titre que beaucoup d'espèces, ils font partie d'un ensemble plus grand du règne animal. Et donc, il ne faut pas non plus être complètement dupe de l'utilisation qui est faite de ce terme d'animaux humains et d'animaux non humains. Dans la bouche et sous la plume de certains auteurs, c'est très clairement un outil pour critiquer une forme d'anthropocentrisme qui est censée être la cause de tous les maux que les animaux connaissent. Donc si vous voulez, moi, ce qui me fait hésiter à aller plus franchement sur cette terminologie scientifiquement correcte, c'est que justement, j'ai envie d'explorer comment cette terminologie-là, comment elle a été utilisée dans des formes de mobilisation pour les animaux. Je pense que l'argument de dire bah oui, c'est une terminologie scientifiquement correcte ne doit pas occulter le fait qu'elle participe très clairement de la diffusion de l'idée qu'il faut être sur un plan d'égalité avec d'autres espèces animales. Et cette idée-là, c'est une idée antispéciste. Alors on en pense qu'on en veut, mais de fait, il ne faut pas être dupe sur le fait qu'elle se diffuse aussi par ce canal-là. Quand j'ai commencé mon cursus en sociologie, c'était pour moi surtout des idées politiques qui me tenaient à cœur. Voilà. Parce que la condition animale, je la trouvais un peu problématique. Voilà. Et avec le regard nouveau que j'ai pu développer grâce justement à la lecture de Peter Singer, de Tom Regan, tous ces gens qui du coup portaient un projet fort de refonte de nos rapports aux animaux.
Et c'est effectivement avec ce regard-là, donc aussi un regard, on va dire, un peu militant, que j'ai eu envie aussi de poser mon regard d'apprenti sociologue sur des situations qui me semblaient, d'un point de vue moral, problématiques. Et ce qui est bien en sociologie, c'est qu'on ne pose pas uniquement les choses en termes moraux, en termes philosophiques, on dit il faut aussi faire de l'enquête, voilà. Si on a des questions qui nous intéressent, on va aller voir comment ça se passe sur le terrain, on va aller poser des questions, on va aller interroger des personnes. Et cette démarche-là, je l'ai appliquée sur les parcs zoologiques. Les parcs zoologiques qui, pour moi, du point de vue un peu militant, étaient sacrément problématiques. Voilà, je ne comprenais pas cette idée qu'on aille voir des animaux qu'on enfermait. Voilà, ça me posait problème. Et donc, la démarche a été d'aller faire des entretiens avec des visiteurs aussi pour voir quelle image des animaux ils avaient lors de ces visites-là, voilà, comment elles se construisaient, qu'est-ce qui faisait qu'ils y allaient. Très clairement, voilà, ce qui était ressorti de ces premiers entretiens, c'est cette ambivalence de la visite au zoo, c'est-à-dire le fait qu'on reconnaisse que en fait, l'animal qui est derrière la vitre ou derrière la grille ne devrait pas y être. Voilà, les visiteurs disent ça, voilà, c'est un être sensible, ça fait un peu de la peine, etc. Et puis en même temps, la reconnaissance que s'il n'était pas au zoo, cet animal, il serait sans doute soumis à de la prédation, à du braconnage, etc. Donc voilà, un argumentaire qui reconnaît très clairement une forme de mal, et puis un argumentaire qui vient du coup pointer du coup une forme de bien. Donc voilà, l'idée d'une forme de mal nécessaire que je trouvais assez intéressant à explorer, quoi. Ce type de démarche, ça m'a amené à prendre conscience aussi que les questions philosophiques, les questions éthiques qui m'animaient aussi, elles étaient partagées par des gens qui n'étaient pas forcément militants, et qui étaient dans des expériences assez ordinaires de rapport aux animaux. Et c'est aussi pour ça que j'ai continué sur cette thématique-là du mal nécessaire, on va dire, en faisant un travail sur la SPA, la Société protectrice des animaux. Qu'il s'agisse des parcs zoologiques ou qu'il s'agisse de la SPA, j'étais extrêmement surpris de voir à quel point c'était des terrains qui étaient quasiment vierges de tous travaux sociologiques au moment où j'ai commencé à m'y intéresser. Et j'étais assez frappé de ce contraste-là. Alors pour les parcs zoologiques, c'est assez frappant du fait qu'aller au parc zoologique, c'est une expérience que tout le monde a fait. Et de fait, les travaux en sociologie, il y en avait très peu, voire pas. Donc premier vertige un peu, second vertige sur la SPA, se rejoue un peu la même chose. La SPA, la première association de protection animale, historiquement, la première en France, la plus identifiable du grand public, la plus connue, et là encore, pas de travaux. Ce qui a fait que pour ces deux travaux, je suis allé voir du côté des historiens, qui eux avaient un peu plus travaillé sur la question à la fois des parcs zoologiques, de l'évolution des parcs zoologiques, et puis du côté de la protection animale, l'histoire de la protection animale. Donc dans ces deux travaux, j'ai mobilisé l'histoire, et ça aussi, ça m'a amené à avoir un intérêt tout particulier pour les dynamiques de changement. Comment, sur le long terme, on fait évoluer nos rapports aux animaux. On identifie une problématique morale, une situation qui semble être philosophiquement, éthiquement, on va dire, problématique. Comment au quotidien on peut vivre avec, on peut s'en arranger. Et je trouvais que la SPA, de fait, et le refuge SPA illustraient tout à fait cette tension-là, puisque d'une part, on est dans une association de protection animale, où les idéaux de respect, de bienveillance, sont affichés très haut. Voilà, c'est l'objet social de l'association. Donc, protection d'un côté, et de l'autre côté, gestion, nécessité de gérer un flux d'animaux qui vient, qui rentre, qui est abandonné, dont certains sont effectivement maltraités, ont été recueillis dans des états pas possibles, voilà. Et dont il faut gérer la vie au quotidien, voilà, dans des conditions qu'on reconnaît par ailleurs comme étant pas idéales, loin d'être idéales, dans des box parfois un peu exiguës, avec plusieurs animaux, avec pas assez de contact avec les humains, voilà, des chiens qui attendent toute la journée, qui aboient et qui manifestent leur joie dès qu'ils voient quelqu'un passer, mais
De fait, voilà, les animaliers dans ces refuges-là aimeraient passer beaucoup de temps avec les animaux, mais ils ne peuvent pas, matériellement, ils ne peuvent pas, quoi. Donc cette nécessité de gestion des animaux dans des conditions qu'on reconnaît comme étant problématiques, d'autant plus que dans certains refuges, il y a cette question de l'euthanasie des animaux. Voilà, des animaux qu'on pense ne pas pouvoir être adoptés. Bref, le refuge, c'était clairement ce truc-là une tension entre idéal protecteur et nécessité de gestion, quoi. C'était en fait une manière de revisiter cette question-là du mal nécessaire et comment cette rhétorique-là, elle s'incarne dans des discours, d'une part, et puis comment elle s'incarne dans des pratiques quotidiennes, quoi. C'est pour ça que j'insistais sur cette idée que en découvrant la sociologie, j'ai transformé en fait des questions militantes en questions d'enquête. C'est que cette opération-là, je l'ai vraiment faite dans le sens où, pour moi, les questions morales sont devenues des objets à part entière, sont devenues des objets à étudier. Voilà. Donc du coup, l'idée, c'est pas de faire de l'éthique animale, quoi. Surtout pas faire de l'éthique animale, quoi, précisément, et d'observer comment des personnes qui sont engagées quotidiennement dans des rapports avec des animaux les perçoivent et thématisent du coup leur relation comme étant soit problématique, soit au contraire pas du tout problématique. Voilà. Donc moi c'est vraiment ce travail de conversion qui fait que justement à un moment donné j'ai plus du tout été militant, quoi. Le fait même de faire des enquêtes de sociologie, ça m'a amené à convertir ce questionnement personnel et militant en question de recherche et à tout simplement changer de focale. En fait, là où le militant que j'étais se posait la question de dire comment on va s'y prendre pour améliorer la condition animale, comment on va s'y prendre pour faire en sorte que les animaux soient mieux considérés. J'ai transformé cette question-là en fait, comment les gens, au quotidien, et aussi au niveau historique, comment d'autres personnes s'y sont prises pour faire ça, quoi. Et de fait, j'ai trouvé ça vachement plus intéressant. J'ai trouvé des connaissances nouvelles et je pense que c'est ça qui est important aussi quand on est scientifique, c'est d'apporter effectivement voilà, de la lumière sur des réalités qui étaient méconnues. À propos de la SPA, il y a quelque chose que je pense avoir mis en avant. C'est précisément l'idée que nos relations aux animaux, elles évoluent pas uniquement en termes de sensibilité, pas uniquement en termes de représentation qu'on a des animaux. C'est pas uniquement notre regard sur les animaux qui change, c'est aussi la forme de relation qu'on entretient avec eux. Je m'explique. Les quelques sociologues qui s'étaient intéressés de manière un peu rapide à la protection animale et à la SPA, on avait parlé essentiellement sous l'angle de l'entrepreneuriat moral, c'est-à-dire on envoie des messages prescriptifs, il ne faut pas abandonner vos animaux l'été, il faut être dans de la bientraitance, les animaux ne sont pas des objets. Et donc en fait c'est souvent uniquement cet aspect-là de l'activité de protection animale qui a été documenté. Et qui, du coup, alimente cette conception d'un changement de rapport aux animaux qui est uniquement un changement de représentation. On va faire en sorte que les humains voient les animaux comme des proches, en faisant des campagnes de sensibilisation, en mettant en avant des films, des dessins animés. On peut parler de Disney, de l'influence de Disney sur ces représentations, c'est évident. Mais moi, ce qui m'a frappé, du coup, quand j'ai observé l'activité du refuge SPA, c'est la manière, en fait, dont très pratiquement, les salariés et les bénévoles du refuge participaient, du coup, je ne sais pas comment le dire autrement, à la production d'animaux, en l'occurrence souvent des chiens, socialement acceptables, en faisant le pari que certaines qualités comportementales, certains types de morphologie, etc., conviendraient mieux à une vie paisible au sein d'une famille aimante, pour aller vite, quoi. Tout un travail de sélection des animaux qui seront potentiellement adoptables, et donc qui rentrent en adéquation avec les attentes de la société vis-à-vis des animaux, d'une part. Mais en même temps, sélection des animaux, mais aussi sélection des humains. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas
venir adopter à la SPA. Il y a quand même tout un système de réserves qui sont mises. Est-ce que vous avez un jardin? Quelle est la taille de votre appartement? C'est quoi vos rythmes de travail? Est-ce qu'en gros, l'animal que vous comptez adopter sera bien traité? Et de toute façon, on vérifiera. Parce que la spécificité de la SPA, mais de beaucoup d'autres associations qui fonctionnent sur ce mode-là, c'est de conserver une propriété de l'animal, même une fois qu'il est adopté. Donc, très clairement, on a, à travers l'activité du refuge, la production d'une relation humains et animaux qui est censée être bienveillante et respectueuse vis-à-vis de l'animal. Donc on a l'incarnation très concrète des idéaux de la SPA. Voilà. Donc penser en fait la question de ce que fait la protection animale uniquement en termes de diffusion de messages prescriptifs, c'est pas suffisant. Il faut aussi penser à l'activité très concrète de sélection et de production de relations pacifiées entre humains et animaux. Et ça m'avait d'autant frappé que le peu de temps où je suis resté, où j'ai observé l'activité d'un seul refuge, j'ai vu énormément d'animaux rentrer, sortir, d'humains venir adopter, etc. Voilà. Et si on raisonne à une échelle plus grande, il y a au moins 250 refuges de protection animale en France, dont certains existent depuis plus d'un siècle. C'est pareil aux États-Unis, c'est pareil en Angleterre, dans tous les pays, on va dire occidentaux. Ce modèle-là des refuges a été diffusé et tourne, entre guillemets, depuis un bon moment quand même, quoi. Alors c'est un peu spéculatif, mais je crois que on ne peut pas non plus sous-estimer le poids de ce travail-là dans le fait que nos rapports aux animaux changent. Nos rapports aux animaux changent aussi parce que les animaux changent, parce qu'on les fait changer. Voilà, c'est une base, hein. La domestication, c'est quand même aussi ça. Hein. On les fait changer, effectivement, et on transforme à la fois les animaux et, à travers ce dispositif d'adoption, etc., on transforme aussi les humains. Voilà, donc je pense que ce que j'ai mis en lumière à travers ce travail sur la SPA et que j'ai essayé de poursuivre dans mon travail sur la médiation animale, le travail de thèse, c'est cette idée qu'il était intéressant et important de penser la question du changement de nos rapports aux animaux en termes aussi pragmatiques. Voilà. Il fallait, à un moment donné, si on voulait comprendre cette question-là, s'intéresser à des dispositifs, comme le refuge, par exemple, qui produisaient de nouvelles formes de relations entre humains et animaux. Et c'est précisément cette piste-là que j'ai choisi d'explorer plus avant dans le cadre de ma thèse, qui portait sur les pratiques de médiation animale. Alors, les pratiques de médiation animale, c'est des pratiques paramédicales qui mobilisent le contact avec certains animaux, essentiellement des chiens et des chevaux, mais ça peut être aussi des rongeurs, parfois des chats, parfois des dauphins aussi, mais c'est quand même très rare. C'est des pratiques qui se donnent plusieurs noms. Voilà, on parle effectivement actuellement en France de médiation animale. Aux États-Unis, on parle de thérapie assistée par animal. On peut parler de zoothérapie aussi, on peut parler d'équithérapie. C'est des pratiques de soins aux humains qui mobilisent le contact avec certains animaux. Donc c'est des pratiques qui se développent encore dans le monde occidental, donc en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, dans le monde anglo-saxon plus généralement, depuis les années 60. Et ces pratiques-là, pourquoi elles m'intéressent? Parce que précisément j'y voyais, au début de ma thèse, un très bon exemple de nouveaux dispositifs qui permettent justement de créer des nouvelles relations entre humains et animaux. Les relations aux animaux dans ces pratiques-là sont des relations bienveillantes, extrêmement bienveillantes. Voilà. On demande aux patients, qui peuvent être soit des enfants ayant des troubles du développement, des troubles du comportement, etc., ou soit des adultes qui ont des problèmes psychiques, psychomoteurs, etc., ou des personnes âgées aussi. Personnes âgées en EHPAD, qui peuvent avoir des démences, des degrés divers, bref. On leur demande effectivement d'être dans un mode de relation aux animaux très respectueux et très bienveillant. On leur demande de leur dire bonjour, de leur dire merci, de leur dire au revoir, de les caresser, de s'excuser si jamais on a un mouvement brusque, etc. Donc on demande très clairement de leur témoigner une forme de sollicitude, d'une forme d'empathie, d'une forme de respect. Et ce que je veux souligner là-dedans, c'est qu'en fait, voilà, très clairement, le message qui est
promu derrière ces pratiques-là, c'est nous, humains, avons tout intérêt à bien traiter les animaux. Ce que j'ai essayé de comprendre à travers l'émergence de ces pratiques-là, c'est justement comment ces pratiques-là étaient une manière de défendre le bien fondé d'une nouvelle forme de relation aux animaux qui se caractérise d'une part par une grande bienveillance à leur égard, et d'autre part par le fait de les percevoir comme des individus, ça c'est très important, et plus encore comme des quasi-personnes, qui a des intentions, qui a des humeurs, qui a des envies, qui a une histoire aussi. Voilà. Et c'est cette personnalité-là, cette personnalisation de l'animal, le fait qu'on le construise comme un individu singulier inscrit dans une biographie et qui du coup n'est pas substituable à d'autres congénères, c'est cette construction de l'animal en personne qui va être également mobilisée dans des objectifs thérapeutiques. C'est au nom en fait de la personnalité aussi des animaux, de cette personnalité construite en situation, qu'est justifiée une forme de bienveillance à leur égard, quoi. Bienveillance et personnalité, c'est très clairement le type de rapport aux animaux que produit le refuge de la SPA. Effectivement, le fait qu'un animal qui passe à la SPA est identifié forcément, on recueille son histoire, on le considère effectivement comme un individu à part entière, voilà, qui n'est pas substituable à un autre, pour des raisons de protection précisément. Voilà. Donc on le construit lui aussi comme une personne. Là. Donc cette idée-là, elle me vient aussi de ce travail. Une des choses que j'ai documentées dans ce travail-là, c'est aussi qui avait intérêt, entre guillemets, à mettre en lumière cette forme de rapport aux animaux et ses effets positifs sur la santé humaine. Et effectivement, ce que j'ai pu constater, c'est l'existence en fait d'une communauté que j'ai appelée la communauté Human Animal Interactions, qui se développe dans les années 70 et qui est constituée en gros de, qu'on pourrait dire, 3 groupes d'intérêt. Les premiers, ce sont les industriels de l'alimentation pour animaux de compagnie, des multinationales quand même assez puissantes, hein, de l'agroalimentaire, qui ont une branche alimentation pour animaux de compagnie. Voilà, donc actuellement c'est Mars, c'est Nestlé, c'est voilà. Et ces multinationales, elles ont effectivement suivi de très près le développement en fait de recherche sur l'impact positif du rapport à l'animal. Et elles ont très tôt créé des centres de recherche, à la fois composés de chercheurs et puis aussi de journalistes, puisque l'objectif c'était aussi de diffuser les résultats de la recherche auprès du grand public. Voilà. Donc elles ont investi dans ces recherches-là et dans la structuration d'un groupe de praticiens autour de cette question de la médiation animale, ou du soin par le contact animalier, plus précisément, parce qu'elles avaient tout à fait compris que les résultats de ces recherches permettraient de répondre à une critique sociale qui était, même aux États-Unis, même dans les années 60, forte. La critique du fait que les propriétaires d'animaux de compagnie entretiennent un rapport à l'animal qui est excessivement anthropomorphique, qui est exubérant et qui se double d'une forme de misanthropie, voilà, de narcissisme, de repli sur soi, qu'on peut résumer un peu par cette idée que voilà, plus je côtoie les humains, plus je préfère mon chien. Cette forme vraiment de représentation, de stigmatisation des propriétaires des animaux de compagnie, elle était déjà très forte dans l'espace public à cette époque-là. On la connaît bien encore aujourd'hui. Hein. Cette forme de critique, elle a été très bien identifiée par les marchands de croquettes. Et une manière d'y répondre, c'est de dire, mais en fait, regardez, vous pouvez bien penser tout ce que vous voulez de cette relation aux animaux de compagnie, vous pouvez la trouver ridicule, voilà. Il n'empêche que des recherches montrent que les propriétaires d'animaux de compagnie ont moins de problèmes cardiovasculaires que les autres. Voilà, c'est marrant. Les recherches montrent que les personnes déficientes visuelles qui ont des chiens guides ont plus de relations sociales que s'ils avaient une canne blanche. C'est une manière de répondre à la critique de misanthropie, d'égoïsme, de narcissisme initial qu'on attribue aux propriétaires d'animaux de compagnie en disant en fait regardez, on peut utiliser ce mode de relation aux animaux dans des objectifs très altruistes, quoi, pour soigner les humains.
Les vétérinaires pour animaux de compagnie, très clairement, qui dans les années 70 deviennent majoritaires dans la profession. En fait, jusque dans les années 70, c'était les vétérinaires pour animaux de rente qui étaient majoritaires, et puis c'était là-dessus que la profession a construit sa légitimité sociale, sur le fait effectivement de faire du contrôle sanitaire, de faire en sorte que les citoyens mangent de la bonne viande, etc. Voilà. Et dans les années 70, effectivement, il y a plus de vétérinaires pour animaux de compagnie que de vétérinaires pour animaux de rente, et c'est un switch qui n'est pas très bien vécu par la profession. Et donc les vétérinaires pour animaux de compagnie vont se dire, en fait, c'est pas inintéressant ces études qui montrent que ce rapport-là aux animaux, il a des effets sur la santé humaine, et quelque part, nous, en tant que vétérinaires aussi, on a, de manière indirecte, à prendre en charge la santé humaine, quoi. On est aussi, on est des auxiliaires de médecins, etc. Donc ils vont également participer à la structuration, l'émergence de ces recherches-là. Et troisième groupe d'intérêt dans cette communauté Human-Animal Interactions, c'est les associations de protection animale. Les associations de protection animale historiques, on va dire, celles qui se développent depuis le 19e siècle, type SPA, type RSPCA en Angleterre. Bref, les associations de protection animale qui ont intérêt, à un moment donné, à montrer que la bientraitance vis-à-vis des animaux a un impact positif sur la société, sur la santé humaine, quoi, tout simplement. Le développement des animaux de compagnie et le développement des abattoirs et l'augmentation de la consommation de viande, c'est la même histoire en fait. C'est une histoire qui est liée à l'urbanisation, quoi. C'est-à-dire que l'urbanisation a fait augmenter, dans un premier temps, la présence animale en ville, en fait. Voilà. Et une présence animale qu'il a fallu réguler à travers la création d'abattoirs dans un premier temps, voilà. Parce qu'en fait, il y avait des élevages en ville, quelques élevages, et puis surtout on tuait en ville, quoi. Donc, dans un premier temps, ça a été l'idée avec les abattoirs, ça a été de mettre en place des lieux dans les villes, mais quand même un peu isolés, pour pouvoir tuer des animaux, dans un contexte où l'augmentation des besoins alimentaires en général, en produits carnés en particulier, augmentait du fait de l'urbanisation, quoi. Et l'histoire des animaux de compagnie, elle est aussi liée à ce contexte-là, très clairement, quoi. Le fait qu'en Europe occidentale, dans la plupart des pays, on ait interdit l'errance canine, une obligation d'avoir un maître et une interdiction d'être en divagation dans l'espace public, oui, de fait, leur seule possibilité d'existence pour aller vite, c'est d'être animal de compagnie. Donc, en fait, il faut comprendre cette histoire-là comme dans un même mouvement, ce mouvement qui a consisté à vider les villes de la présence animale, quoi. Voilà, et à les cantonner à certains espaces. Et je pense que le truc de dire c'est ville versus campagne, ça fonctionne pas, parce qu'en fait, il y a aussi ce que montrent les historiens, c'est que l'urbanisation, elle a augmenté la présence animale en ville, et puis elle a augmenté la présence animale aussi dans les campagnes, parce que précisément, l'augmentation des besoins fait que l'agriculture et l'élevage a également pris de plus en plus de place aussi dans les campagnes. Donc il y a tout intérêt à penser ces deux trucs conjointement, quoi. Je suis assez étonné de voir dans un centre commercial très proche d'ici, que nous ne citerons pas, un rayon vegan. Je crois que voilà, il y a même 5 ans, vegan, personne ne savait ce que ça voulait dire. Enfin, personne. Des initiés savaient ce que ça voulait dire. Là maintenant, ça commence à prendre une place très très importante. Donc ça, c'est un premier indice que les choses commencent un peu à évoluer, quoi. L'autre indice, c'est effectivement les vidéos de L214 qui également occupent l'espace médiatique et génèrent de la discussion. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça a changé en France. Mais par contre, c'est pas nouveau dans d'autres pays. Aux États-Unis, les actions du Front de libération des animaux, on les connaît régulièrement depuis les années 80, quoi. En Angleterre, c'était le cas aussi, des formes d'action directe un peu punchy, etc. On les connaît dans ces contextes-là, quoi. Ce qui change vraiment, c'est que là, on a totalement l'impression en France depuis 5 ans que ça tombe du ciel, quoi. Que ça vient de nulle part. Et ce sur quoi je travaille actuellement, c'est justement
d'essayer de comprendre les liens entre ces nouvelles formes de militantisme pro-animaux et des formes plus anciennes de protection animale, quoi. Parce que je pense qu'il y a, enfin je sais qu'il y a des liens très forts quand on prend la peine du coup de lire Christophe Treigny, La cause animale, qui est un très très bon bouquin, voilà, qui permet justement de retracer l'histoire de ces groupes d'acteurs qui se mobilisent pour les animaux et de voir qu'en fait il y a une proximité, hein, très forte. Il y a une continuité, une proximité très forte entre ces femmes qui, au début du XXe siècle, manifestent contre la vivisection et les militants animalistes qui aujourd'hui mettent le feu à des boucheries, quoi.